Chers amis, bonsoir. Je m'appelle Robert Sbili, je suis le président du KKL de France. J'ai le plaisir, l'honneur de fêter avec vous ce soir Yom Yerushalayim. Le KKL de France vous propose une visite de Jérusalem sur les traces des combattants de la guerre de 67 qui ont permis de faire de Jérusalem la capitale une, indivisible, réunifiée de l'État d'Israël. Alors je vous souhaite une bonne visite de Jérusalem, Chag Sameach. Jérusalem, capitale d'Israël. 3000 ans d'histoire. Une mosaïque de générations, de cultures et de souvenirs. Une symphonie de parfums, de couleurs et de sons. Un tissage de croyances, de rêves et d'espoir. Le Keren Kiyemet le Israël, Fonds national juif, le KKL, œuvre depuis 115 ans. Une courte période à l'échelle de Jérusalem, mais une activité intense au profit de la ville et de ses habitants. Soutenu par ses amis à travers le monde, le KKL développe et embellit Jérusalem aujourd'hui et pour l'avenir. À l'image des nombreux visages de Jérusalem, l'activité du KKL dans la ville et ses environs est riche et multiple. La plantation de forêts, la création d'espaces verts et de nombreux parcs, poumons verts de la ville, au bénéfice de ses habitants et des visiteurs, améliore la qualité de vie et offre une variété de loisirs actifs et d'activités accessibles en pleine nature, tout en protégeant l'environnement naturel de la ville. Jérusalem est riche en sites historiques et archéologiques majeurs. Le KKL contribue au développement viable des différents sites afin de les rendre accessibles aux habitants, visiteurs et touristes venus d'Israël et de l'étranger, leur permettant ainsi de mieux connaître le riche passé de la ville, ainsi que les personnalités et les étapes qui ont façonné le visage de la ville et d'Israël. Jérusalem renferme également des trésors naturels et des projets innovants. Dans le cadre du développement ininterrompu de la ville, le KKL est partenaire des luttes pour la préservation et le développement des richesses naturelles de la ville et l'aménagement des jardins uniques, tels que le Jardin des plantes d'Eretz Israël et la résidence du président. Le KKL est engagé à poursuivre et à agir avec ses partenaires et amis à travers le monde pour le développement de Jérusalem au profit de l'ensemble de sa population et de ceux qui l'aiment, pour la beauté de Jérusalem unie, lumière de l'humanité, aujourd'hui et pour les générations à venir. Shalom, bienvenue au Chag Sameach, au Yom Yerushalayim et à Jérusalem. Aujourd'hui, on fête le fête de Yom Yerushalayim. On va visiter tous les sites militaires de l'époque, du temps de la guerre de 6 jours. On va raconter toute l'histoire de ce temps, qu'est-ce qui s'est passé là à Jérusalem. Vous n'êtes pas ici avec nous physiquement, malheureusement, mais vous êtes maintenant dans notre cœur. Je vous souhaite que rapidement, vous allez revenir là en Israël et visiter là avec nous le fête de Jérusalem. Au nom du département de visite et mission du KKL, au nom de division des ressources et de développement du KKL, et au nom de tout le peuple d'Israël, je vous souhaite bienvenue, je vous souhaite Chag Sameach, le Shana Azot avec vous, Birushalayim Abnouya. Chag Sameach. Jérusalem, d'or, de cuivre, de lumière, Yerushalayim Shel Zahav, Shel Choshet, Shel Or, cette chanson qui accompagne Jérusalem. Et je vous invite à découvrir Jérusalem, admirer le paysage avec moi. Bienvenue à cette soirée du Keren Kiyemet en l'honneur de Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. Je m'appelle Ariel Assab, je suis guide diplômé et je travaille avec le KKL. Nous allons ensemble découvrir ce qui a fait cette journée du 28 Iyar 7 juin 1967, si spécial. Alors commençons. En 1947, quand les Anglais décident de rendre leur mandat
à l'ONU. L'ONU décide dans la résolution du 29 novembre 1947 de partager le pays d'Israël entre deux États. Un État juif, un État arabe. Et Jérusalem, demandez-vous, Jérusalem ne sera donnée ni aux uns ni aux autres. Jérusalem restera comme ville internationale gérée par l'ONU. Les Juifs acceptent ce plan, ils chantent, ils dansent, ils sont heureux. Après 2000 ans, nous avons un État, même s'il est tronqué, même s'il ne comprend pas Jérusalem, on a un État. Les Arabes, eux, refusent ce plan et annoncent que si les Juifs créent leur État, ils le détruiront par la guerre. Et quand les Anglais vont s'en aller, le 15 mai 1948, Israël est attaqué par toutes les armées arabes autour du pays et l'armée jordanienne attaque Jérusalem. À la fin de violents combats, l'ONU imposera un cessez-le-feu. Et alors, dans une maison en ruine du quartier de Mousrara, va se réunir la commission d'armistice et on pourra voir deux colonels. Le colonel Moshe Dayan, vous reconnaissez à son bandeau sur l'œil, et le colonel Eltal, que vous reconnaissez à sa kafia, vont sur une carte dessiner chacun le tracé de ses positions. Et cette carte, qui était censée être une carte provisoire, va être en fait une carte qui va être officialisée et va servir de frontière officielle entre Israël et la Jordanie pendant 19 ans, entre 1948 et 1967. Cette carte qu'ont dessinée Moshe Dayan et Abdallah El-Tal va servir de frontière officielle entre Israël et la Jordanie. Comme vous voyez qu'on trouve une enclave juive sur le mont Scopus, là où se trouve l'hôpital de la Hadassah et l'université hébraïque, et une autre enclave qui est donnée à l'ONU, à Armon HaNatsiv, où nous sommes actuellement. Nous sommes sur cette colline où les observateurs de l'ONU ont leur quartier général, et c'est un no man's land entre la Jordanie, qui se trouve derrière moi, et Israël, qui se trouve devant moi. Cette situation d'une ville partagée va être vécue pendant 19 ans. Compliquée. Il y a des tirs presque journaliers des Jordaniens sur les quartiers juifs. Les Juifs quittent ces quartiers frontaliers et vont se reloger dans les quartiers périphériques. Des nouveaux immigrants arrivés sans rien en Israël vont être relogés dans ces quartiers qui longent la frontière et ils vivent une vie qui est rythmée par les coups de feu, par les problèmes. Pendant le défilé militaire, on annonce au général en chef Yitzhak Rabin que les Égyptiens ont violé leurs accords et qu'ils ont traversé le canal de Suez et qu'ils ont amené énormément de troupes dans le désert du Sinaï face à Israël. On va apprendre le lendemain qu'ils ont également bloqué la navigation dans les détroits de Tiran et les bateaux ne peuvent plus relier Israël. Et troisièmement, les Égyptiens ont signé un accord avec l'Égypte, avec la Jordanie et la Syrie pour faire un commandement unifié de leurs forces armées. Pour Israël, c'est un casus belli. Fermer les détroits de Tiran, fermer le port d'Elat, c'est asphyxier Israël. Tout notre pétrole arrive du port d'Elat, la situation devient très tendue. Israël commence massivement à rappeler ses réservistes. Appeler les réservistes de façon massive, c'est paralyser l'économie israélienne. Les hommes ne sont plus au travail, les bus sont conduits par des femmes, les facteurs sont remplacés par des femmes, les enfants remplissent des sacs de sable pour pouvoir faire des défenses. On creuse des tranchées dans les rues de Jérusalem, de Tel Aviv. On prépare des cimetières pour des enterrements massifs. Les stratèges parlent d'une guerre qui va nous coûter des dizaines de milliers de tués. Les Juifs de France, les Juifs des États-Unis appellent leurs familles en Israël. Envoyez-nous vos enfants, au moins eux survivront. Parce que les radios arabes ne laissent pas de doute. Leur but est de détruire Israël et d'en finir avec cet État juif. Dans cette situation, l'armée israélienne pense qu'elle peut attaquer et prendre le dessus. Bien sûr, ce sera une guerre dure et chère, mais on la gagnera. Le gouvernement, lui, essaie de temporiser. Il envoie Baïban faire un tour des pays du monde, aller vers l'ONU, et rappeler en fait que tous les pays membres de l'ONU se sont engagés à garantir ces accords passés en 1956, dans lesquels le détroit de Tiran est ouvert à la navigation israélienne, dans lequel il n'y a pas de soldats égyptiens dans le désert du Sinaï. Et donc on espère que politiquement on va réussir à arrêter cette guerre qui se prépare, mais finalement le temps passe, Israël ne peut pas rester sur un pied de guerre trop longtemps puisque toute sa machine économique est arrêtée, tous les gens sont appelés à l'armée, et finalement le 5 juin
1967, Israël va partir à l'attaque. Le 5 juin 1967, à 7 h du matin, l'armée de l'air israélienne part à l'attaque des aéroports égyptiens. Mais à ce moment-là, personne ne pense à Jérusalem. On envoie encore des messages à Hussein, roi de Jordanie, reste en dehors du conflit, notre problème est avec l'Égypte. On demande à l'Égypte de sortir ses soldats du Sinaï, on demande à l'Égypte d'ouvrir la navigation des détroits de Tiran. On n'a aucune volonté territoriale contre la Jordanie. On demande à la Jordanie de ne pas intervenir. Et à 9 h 40, Hussein commence à pilonner Jérusalem. Ça commence par un duel d'artillerie, pas un duel d'artillerie, par un pilonnage d'artillerie. Israël répond très timidement parce qu'on essaye encore de garder la Jordanie en dehors du conflit, on essaye les pressions internationales, on essaye les pressions politiques, mais à 1 h, tout va basculer. Parce qu'à 1 h de l'après-midi, l'armée jordanienne se déplace et arrive à Armon HaNatziv et engage la bataille sur le terrain en prenant ce no man's land de l'ONU et en y plaçant ses soldats. Maintenant, Israël n'a plus le choix, la bataille de Jérusalem va commencer. Nous sommes le 5 juin 1967, nous sommes devant l'entrée du bâtiment d'Armon HaNatziv, qui était le palais du haut-commissaire britannique à l'époque du mandat. En 1948, à la guerre d'indépendance d'Israël, ce bâtiment a été saisi par la Croix-Rouge et finalement sera transféré à l'ONU qui a ses bureaux à l'intérieur. Après la préparation et le barrage d'artillerie qui a ouvert les hostilités à 9 h 40, les Jordaniens envoient leurs troupes terrestres prendre ce bâtiment à 1 h de l'après-midi. Et en parallèle, Radio Jordanie annonce que les forces jordaniennes ont pris le Mont Scopus, là où se trouve l'université hébraïque et les bâtiments de l'hôpital Hadassah. Les Égyptiens de leur côté annoncent à la radio qu'ils ont pris Jabal Moukaber, le quartier qui se trouve juste derrière moi au sud de Jérusalem. Dans cette situation de fait, Israël envoie des policiers, une patrouille de police, voir de quoi est-ce qu'il se passe quelque chose ici à Armon HaNatziv. Et les policiers reviennent en annonçant que oui, le bosquet autour d'Armon HaNatziv est rempli de légionnaires jordaniens. Les Jordaniens ont attaqué. À ce moment-là, Israël va déclencher l'attaque. Mais je rappelle, jusqu'à ce moment-là, on a essayé de maintenir la Jordanie en dehors du conflit. Israël n'a pas de grande force à Jérusalem. L'armée israélienne dispose d'une brigade, la brigade de Jérusalem, la brigade 16. Vous en voyez un des monuments derrière moi. Et cette brigade est composée essentiellement de réservistes qui habitent Jérusalem. Ce sont des gens qui sont déjà plus âgés, c'est des gens qui sont déjà pères de famille. Leur avantage, c'est qu'ils connaissent Jérusalem et qu'ils se battent pour leur maison. Mais il nous manque des commandos, il nous manque un soutien d'artillerie, il nous manque des chars. La brigade de Jérusalem a quelques mortiers, elle dispose de quelques tanks, et avec les moyens du bord, Israël va contre-attaquer. Vous voyez derrière moi le complexe de Armon HaNatziv, les quartiers généraux de l'ONU pour le Moyen-Orient. Et autour de nous, les légionnaires jordaniens tiennent le terrain. Vers 2 h, 2 h 30, le général Narkis, commandant de la région centre, donne l'ordre à la brigade Jérusalem d'une contre-attaque, de reprendre aux Jordaniens ce bâtiment. Mais alors, la politique intervient, le gouvernement ne donne pas le OK, le feu vert pour cette attaque. Une demi-heure plus tard, Asher Drezin, commandant du 161e bataillon de la brigade Jérusalem, reçoit finalement l'ordre de partir à l'assaut de ce bâtiment. Mais au même moment, le général Boul, le chef des observateurs de l'ONU, demande un report, demande à Israël de ne pas intervenir. Il veut encore essayer de demander aux Jordaniens de se retirer. Ce contre-ordre va donc arriver trop tard, les combats sont déjà engagés et une demi-heure plus tard, Armon HaNatziv sera aux mains d'Israël. Le colonel Drezin va poursuivre son avance et d'ici, il va descendre vers Tzur Bacher, le quartier qui est ici à notre gauche. Là-bas, les Jordaniens ont construit un complexe de défense formidable, le Moutsav Anaknik, le poste avancé de la saucisse, c'est la forme qu'il a dans les vues aériennes. C'est un complexe sur plus d'1 kilomètre de long qui est truffé de champs de mines, de casemates bétonnées, de postes de tir, de pièces d'artillerie. La grande chance des forces d'Asher Drezin, c'est qu'ils arrivent par l'arrière. Toute la force des casemates est concentrée vers Israël. Arrivant par l'arrière, en 1 heure de combat et sans aucune perte, ils vont réussir à prendre ce poste avancé des Jordaniens. Et de là, le général Uzi Narkis décide déjà continuer vers le sud
Et alors, ils vont avancer vers le Moutzab Pahamon, un deuxième poste avancé qui lui a la forme d'une cloche et qui est déjà à l'entrée de Kibbutz Ramat Rachel, à l'entrée de Bethléem. Et aux dernières lumières, dernières heures de jour de cette journée du 5 juin, Israël aura sécurisé toute la région sud de Jérusalem qui est aux mains des forces israéliennes. Alors pendant que le bataillon 161 est en train de libérer le sud de la ville, le bataillon 163, lui, est envoyé vers le nord. Et il va ouvrir la route de Jérusalem, puisque Jérusalem est au fond du corridor de Jérusalem. Et il y a des postes avancés jordaniens, Cheikh Abdulaziz, qui bloquent la route. Et ce bataillon va ouvrir la route. Demain, ce bataillon reviendra dans cette région et prendra le quartier d'Abou Tor qui est maintenant devant nous. Ce quartier qui est traversé par la ligne urbaine, une partie de ce quartier est juif, une partie est arabe. Et demain, ce bataillon prendra ce quartier d'Abou Tor. Mais au quartier général de l'armée, on se rend compte maintenant que la guerre avec la Jordanie est inévitable à grande échelle. Il faut donc amener des renforts. Les parachutistes arrivent, eux, avec une mission très spéciale, très précise. Le plus grand danger auquel se mesure le commandement de la région centre d'Israël, c'est ce qui se passe au mont Scopus. Le mont Scopus qu'on voit juste en fond du paysage, on voit la tour de l'université hébraïque de Jérusalem, la tour moderne, mais là-bas se trouvent les bâtiments de l'université. Là-bas se trouve l'hôpital de Hadassah, et là-bas Israël a une force de 120 soldats qui sont isolés dans une enclave en territoire jordanien. Il faut à tout prix faire la jonction avec eux. Pour faire la jonction avec ces forces, il va falloir passer par un endroit très très protégé, les postes de l'école de police et la colline des munitions. C'est là que nous allons continuer notre visite. Si on me demande la question, qu'est-ce qui représente pour toi la guerre de ces jours, je réponds que cette place, la colline de munitions, c'est ce qui représente la guerre de ces jours. Et je peux vous dire une autre chose, que quand même quand ils sont sortis dans le combat, il y avait un combat de 120 soldats qui sont sortis, mais en revenant du combat, on n'a eu que 27 soldats à pied. Les amis, nous voici à Givat HaTachmoshet, la colline des munitions au nord de Jérusalem. Dans cette atmosphère pastorale s'est déroulé ici un des combats les plus meurtriers et les plus héroïques de la guerre de 6 jours, immortalisé dans une chanson que tout Israélien connaît encore jusqu'aujourd'hui. Sur cette colline, 120 parachutistes sont partis à l'assaut. Après 5 heures de combat, seulement 27 seront encore sur pied pour la parade de la victoire. Alors, on est ici pour raconter cette histoire, mais commençons un petit peu en arrière. Nous sommes le 5 juin 1967. À 7h45, les combats se sont engagés contre l'Égypte. Jusqu'à 2h de l'après-midi, malgré les bombardements jordaniens, le gouvernement espère encore que par des moyens politiques, des pressions politiques, on pourra garder la Jordanie en dehors du conflit. Mais une fois que les Jordaniens ont attaqué Armon HaNatziv où nous étions, il est clair qu'on va vers la guerre. Et alors le commandement de la région centre de Jérusalem a un grand problème. Le problème, c'est le mont Scopus. Nous voyons sur cette carte Jérusalem juive, Jérusalem jordanienne et une enclave juive sur le mont Scopus où sont retranchés 120 soldats entièrement coupés qu'il faut à tout prix venir à leur secours avant qu'ils soient submergés par les Jordaniens. Mais la brigade de Jérusalem est engagée dans les combats au sud de la ville. Et alors le commandant Uzi Narkis, commandant général qui commande la région centre, décide de demander des renforts. Et les renforts qui lui sont proposés sont la brigade 55, une brigade de parachutistes. Les parachutistes sont dans les vergers près de Rehovot. Ils attendent de sauter en parachute à El Arish. À 2h, le premier des bataillons, le bataillon 66, ressort de monter à Jérusalem. Les parachutistes sont déçus. Ils vont rater leur gloire, ils vont rater leur heure de gloire. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Jérusalem? Une demi-heure plus tard, le deuxième bataillon reçoit l'ordre de bouger, de se déplacer sur Jérusalem, et tout de suite suivi par le troisième bataillon, et toute la brigade monte à Jérusalem. Motagour va reprendre ses ordres, il reçoit l'ordre de prendre l'école de police et la colline des munitions. On lui propose une attaque au matin. Au matin, l'armée pourra proposer aux parachutistes un soutien aérien, un soutien d'artillerie. La nuit, c'est impossible.
Motagourdénon. Le matin, on va être vu par les Jordaniens, ça va être trop dangereux pour nous. De toute façon, mes gars sont des démons qui sont habitués à se battre la nuit. Il n'y a aucun problème. En 1 heure, on aura pris la colline. Et il reçoit le hockey, il présente son plan, et à 2 heures du matin, commence la bataille qui s'engage sur cette colline des munitions. Suivez-moi sur ces tranchées, sur cet endroit des combats. On va rencontrer une partie des soldats qui se sont battus ici. Les parachutistes arrivent dans les bus, ils viennent de la plaine côtière. Ne vous trompez pas, ce que vous voyez derrière moi n'existait pas. Ce sont les collines de Judée. Ils arrivent à Jérusalem et se regroupent dans le quartier de Beth Hakerem. Là-bas, ils sont invités par les habitants qui leur proposent un téléphone pour appeler à la maison, un verre de thé, des gâteaux. Les officiers, eux, vont aller vers le commandant de la région centre pour prendre leurs ordres. Et à ce moment-là, Zamosh, un des commandants de section, va dire « Mais nous n'avons pas de drapeau ». Et alors, une vieille dame, dans la maison où ils sont reçus, dit « Vous allez maintenant à Jérusalem ?» Il dit « Oui. » « Vous allez dans la vieille ville de Jérusalem ?» Alors attends un instant. Elle fonce vers son grenier, elle ramène un drapeau tout fripé et lui dit « Ce drapeau, je l'ai décroché de ma maison en 48 quand nous avons chassé par les Jordaniens. Et j'ai fait vœu que ce drapeau, vous le mettrez sur le mont du temple. Alors prends ce drapeau, je le mets dans la poche, et elle lui enfonce dans la poche. Et avec ce drapeau, Yoram Zamosh part au combat. Les officiers reçoivent leurs ordres de mission. Cette colline des munitions est protégée d'abord par un premier point fortifié, l'école de police que les Anglais avaient construit. Devant l'école de police, il y a 3 clôtures barbelées et des champs de mines. Alors le génie doit faire d'abord sauter, faire des brèches dans ces barbelés, les découper, les faire sauter au Bangalore. Malheureusement, ils se sont trompés. Leurs renseignements sont faux. Il n'y a pas 3 clôtures, il y en a 4. Quand c'est la 4e, ils sont déjà accueillis par un feu nourri des Jordaniens. Ils ne peuvent plus s'arrêter pour couper, pour découper, pour faire sauter. Alors les premiers soldats qui arrivent se couchent sur les barbelés et leurs copains leur passent par-dessus, leur courent sur leur dos et rentrent dans le Beth Sefer d'Ashopotrim, dans l'école de police. Ça, c'était le but de la première compagnie, la compagnie de Giora Ashkenazi. Lui prend cette première position. La deuxième compagnie, la compagnon de Doudik, rentre et nettoie les tranchées qui font le joint entre l'école de police et la colline de munitions. Une fois que la tranchée, on peut y passer, arrive la compagnie de Dedi et elle va s'engager dans les combats où nous sommes ici, sur la colline de munitions. Nous voilà maintenant dans les tranchées de la colline des munitions. Les parachutistes vont se battre ici, mais leur renseignement était pour le moins inexact. Ils s'attendent à trouver une compagnie jordanienne, ils en trouvent 2. Puisque les soldats qui se sont battus, les Jordaniens qui se sont battus dans l'école de police, viennent maintenant renforcer la compagnie qui se trouve déjà ici. Ils pensaient se mesurer à une compagnie de second choix. Ils se trouvent face à l'élite de l'armée jordanienne, les bataillons de la Légion arabe jordanienne. Et alors, le plan était très simple. Il y a ici 3 tranchées. Une tranchée ouest, une tranchée centrale, une tranchée est. La compagnie de Dedi, qui doit s'emparer de ce site, compte 3 sections. Alors, la section de Yoram Eliashiv va prendre la tranchée ouest, la section de Yochanan Miller, la tranchée centrale, et la 3e section de Dani va prendre la tranchée est. Le problème est que dans la nuit, dans le noir, dans le fracas des balles, on a expliqué à Yoram Eliashiv, tu comptes 1, 2, 3, tu rentres dans la tranchée. Yochanan, tu prends celle d'après Eliashiv. Yochanan dit, pourquoi compter jusqu'à 2? Je vois où va rentrer Yochanan et je prends celle qui est juste avant. Mais dans le fracas de la bataille, dans les éclats des obus, dans l'éclat des grenades, Yoram Eliashiv se trompe. Et il rentre dans la tranchée centrale. Yochanan sait, il doit s'engager une tranchée avant Yoram. Il s'engage donc dans la tranchée est. Quand Dani arrive, il voit que les 2 tranchées sont déjà prises, il se joint à Yochanan. Le problème dans une tranchée, c'est qu'on combat l'un derrière l'autre. Il y a de place que pour un soldat qui est devant et qui tire. On peut être 10, on peut être 20, on peut être 100, ça n'a aucune importance. Et maintenant, tous les soldats sont engagés dans 2 tranchées, alors que la tranchée ouest, qui est la tranchée qui fait face à la frontière avec Israël, est la tranchée la mieux défendue. Et là-bas, il n'y a pas de soldats israéliens. Les Jordaniens ici vont voir qu'ils ne sont pas attaqués, ils vont retourner leurs armes et prendre par le revers les Israéliens qui attaquent les 2 autres tranchées. Et vont s'engager ces combats de la colline des munitions. Les parachutistes courent dans les tranchées, jetant des grenades, en tirant de leur Uzi.
Ils avancent jusqu'à ici. La tranchée est trop basse. Ici, ils n'ont plus de protection. Ils sont entièrement découverts face au bunker qui tire. Et alors, leur commandant Nir dit, devant la tranchée profonde, venez, on avance. Ils montent dans la tranchée profonde, mais elle est en pente. Et là, les soldats glissent avec leurs semelles prêtes pour le désert, mais pas prêtes pour Jérusalem, pour la pierre, glissante. Le premier tombe, le second soldat lui tombe dessus, le troisième tombe dessus. Et alors, Nir entend le bruit d'une grenade qui descend dans la tranchée. Alors, normalement, les soldats ont une seule façon de survivre à une grenade dans la tranchée. Elle explose et va tuer tout le monde. Il faut sortir de la tranchée. Mais la tranchée est trop haute. On ne peut pas sauter dehors ici. Alors, Nir dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va nous couvrir par l'extérieur. Dira Nir, j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai dit à Ethan, le mitrailleur, Ethan, tu sors et tu nous couvres. Ethan va sortir de la tranchée. Nous avançons et nous progressons dans la tranchée pour se battre contre les Jordaniens. Et Ethan nous couvre par l'extérieur jusqu'à qu'après une cinquantaine de mètres, Ethan s'est touché à la tête et il tombe mort devant nous dans la tranchée. Dans ce carrefour des tranchées s'accumulent de nombreux blessés. Et on entend de partout le cri « Chovesh, Chovesh, infirmier !» Et alors Ulri Leibovitch, Yigal Arad, les infirmiers de la section vont donner des soins et après évacuer les blessés. Ils vont sauver de nombreux parachutistes ici. Yigal Arad sera décoré pour sa bravoure. À un moment, son chef de section l'appelle, il y a des blessés en arrière. Il revient en arrière dans la tranchée, mais dans la tranchée, il y a beaucoup de soldats, on ne peut pas passer dans cette tranchée étroite. Alors les soldats se couchent, ils courent sur leur dos, il va soigner le blessé, il revient. Quand son sac de médicaments, de plasma, de pansements est vide, il retourne à l'arrière chez un autre infirmier qui a été blessé avant, lui prend son sac et revient soigner les blessés. Yigal Arad sera décoré. Malheureusement, il tombera dans une autre guerre, la guerre de Kippour. À ce stade de la bataille, se retrouvent ici 3 soldats, arrivés par l'autre côté. David Shalom, Yehuda Kandel, Yaki Chetz. 3 soldats, simples soldats. Leurs sous-officiers, la plupart sont déjà touchés, ou blessés, ou morts. C'est les soldats qui gèrent le combat. Alors devant ce bunker qui n'arrête pas de tirer des rafales, de jeter des grenades, ils jettent eux aussi des grenades à l'intérieur. Mais les Jordaniens continuent à tirer. Alors ils essayent avec un bazooka. Ils tirent au bazooka sur le bunker. Ils voient quelques égratignures, le bunker est toujours là. Alors David Shalom va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va sauter sur le toit du bunker et va se rendre compte que les Jordaniens ont en fait une tactique. Ils tirent une rafale, ils jettent une grenade, et après il y a un instant de répit. Alors pendant l'instant de répit, Yaki Chetz lui passe un sac de TNT, lui le jette à l'entrée du bunker, se replie à l'extérieur, les Jordaniens ressortent, tirent leur rafale, jettent leur grenade, et encore un sac de TNT. Quand la quantité est assez, ils font sauter le bunker et ils le prennent. Ces 3 soldats vont être décorés pour leur courage, le fait que c'était leur idée, leur initiative. Les officiers ne sont pas là, ils le retrouveront après, certains à l'hôpital et certains ils le retrouveront au cimetière. Il est maintenant 7h du matin, le combat fait rage depuis 2h30 du matin et après le fracas des explosions, des balles, des tirs, l'explosion du grand bunker qui vient de sauter, maintenant règne le silence. Les soldats rassemblent leurs blessés, rassemblent leurs morts. Il reste 27 soldats sur pied, sur les 120 qui sont partis à l'assaut. Alors ils décident de faire un mémorial. Ils empilent des casques, ils empilent des fusils, et ils mettent une plaque à la mémoire de leurs camarades qui sont tombés au combat. Ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont faire juste à côté un deuxième mémorial, avec de nouveau des casques, de nouveau des fusils, mais ce coup-ci des casques jordaniens, des fusils jordaniens, un mémorial en l'honneur des soldats jordaniens qui se sont battus comme des lions jusqu'à leur dernière force. Ils les respectent eux aussi. Plus tard, l'État d'Israël va faire de ce lieu un mémorial national et construire ces stèles. Alors regardez les noms sur les stèles. Le second à partir du haut sur la droite, Yoram Eliashiv, c'est le commandant de section qui devait prendre la tranchée ouest, qui a pris la tranchée centrale. Il va être blessé et va mourir de ses blessures. Si je continue du côté gauche, au milieu je vois Ethan Navé. Ethan Navé, qui est le mitrailleur qui est sorti de la tranchée pour protéger ses amis qui sont à l'intérieur et qui est jusqu'à ce qu'il soit touché par une balle. Si je continue en dessous de lui, je vois Ofer Feininger. Ofer Feininger, qui était un artiste, un écrivain, un poète, qui est tombé ici. Quand il est venu à la rescousse, lui n'était pas engagé au départ sur la colline des munitions, mais quand le combat a commencé à mal tourner, que les officiers sont mis hors de combat l'un après l'autre, il se porte au secours avec sa section pour venir aider. Il arrive, contourne la colline de munitions et arrive par le côté nord pour aider les sections en problème.
une histoire dure. Ces hommes nous ont donné Jérusalem, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on passe à la stèle d'après, on arrive à la guerre de Kippour. Et à la guerre de Kippour, on voit sur la stèle Yigal Arad. Yigal Arad, vous vous rappelez l'infirmier qui a soigné et encore soigné et encore soigné jusqu'à qu'il soit blessé, qu'il a continué à soigner, mais lui tombera à la guerre de Kippour. Yochanan Manor Miller est le commandant de la section numéro 2. Celui qui rentre dans la deuxième tranchée, il sera blessé ici au combat. Il passera 2 ans en convalescence et 6 ans plus tard repart au combat pour la guerre de Kippour où il tombera lui aussi. Ça pourrait suffire pour les malheurs. Malheureusement, l'histoire d'Israël ne s'arrête pas là. Il y a ici une 3e plaque, une 3e stèle. Et cette stèle est dédiée non pas aux combattants qui ont combattu ici, mais à leurs proches qui sont tombés ou dans d'autres combats ou dans des opérations de terrorisme. Et je voudrais m'arrêter un instant sur un nom, le nom de Yael ve'Eyal Sorek. Yael ve'Eyal Sorek, un jeune couple, la femme était enceinte, qui vont être assassinés dans leur maison par un terroriste, dans leur maison près de Hébron. Mais regardez son nom, Yael le Bet Kandel. Yael est la fille de Yehuda Kandel. Vous vous rappelez Yehuda Kandel qui fait sauter le grand bunker? Il va perdre sa fille dans une opération terroriste. Alors on a payé un prix très cher. Et comme le dit la chanson, V'omar lach bedamai chayi, V'omar lach bedamai chayi, par ce sang-là, ils nous ont donné la vie. Chers amis de KKL France, je suis dans une place où on a payé un prix très cher. On voit les noms, on voit tout ce qu'on a payé ici. Mais c'est bien de finir pour vous souhaiter Yom Yerushalayim, une bonne journée de Jérusalem. On oublie tous les problèmes qu'on a. Aujourd'hui, c'est la fête de Jérusalem. Chag Sameach Lekulam. Les amis, il est maintenant 7h20. Nous quittons la colline des munitions où les parachutistes du bataillon 66 se battent maintenant depuis 5 heures comme des lions. Ils se organisent à leur prochaine mission de faire leur jonction avec l'université du Mont Scopus. Nous allons suivre maintenant les 2 autres bataillons qui, eux, se préparent à percer vers Jérusalem, vers les murailles de la vieille ville, à travers Cher Jarar, Shimon HaTzadik et jusqu'au musée Rockefeller pour se préparer à la suite d'opérations. Quelle est cette suite? On ne le sait pas encore puisque le gouvernement n'a pas encore d'option pour la suite. Leur mission, encercler la vieille ville et se préparer à la suite. Venez avec moi en voiture, nous allons suivre la trace des combats et retrouver les parachutistes au musée Rockefeller. Venez avec moi. Bien, nous sommes maintenant sur la rue Bar-Lev. Cette rue qui, entre les années 1948 et 1967, était la frontière entre Israël et la Jordanie. Nous sommes du côté israélien, Jérusalem-Ouest. De l'autre côté de cette rue, Jérusalem-Est, Jordanie. Et c'est cette frontière que les parachutistes vont devoir forcer. La percée va être un peu plus au sud, un peu sur notre droite, à Shimon HaTzadik. Là-bas, les bataillons 71 et 28 vont faire leur percée et avancer vers la vieille ville. Nous sommes maintenant sur les lieux où le bataillon 71 vient de faire sa percée. Le bataillon 28 qui est en attente ne peut plus attendre parce qu'il est accueilli par un barrage d'artillerie et son commandant le fait foncer à travers la percée qui vient d'être faite. Mais alors ils vont se tromper. Devant nous, un carrefour avec 2 routes. Et au lieu de prendre la route de gauche, la rue Salahadin, ils prennent la route de droite, la route de Shrem qui est juste sous les positions jordaniennes. Et là va commencer un combat tragique qui va se solder par énormément de victimes. Nous sommes maintenant sur l'axe de progression du bataillon 28. Les soldats avancent en rasant les murs de l'abbaye Saint-Étienne qui est sur notre gauche, les murs de l'autre côté. Devant nous, les murailles de la vieille ville. Et alors, un feu nourri les attend. Ils doivent traverser la ruelle qui est à notre droite. Les soldats arrivent et prennent position devant cette ruelle. Le premier soldat s'engager est blessé par une grenade. Le second va essayer de tirer dans la ruelle, va être fauché par une rafale. À ce moment-là, arrive leur officier Mordi Friedman. Il prend le premier soldat par la tête, le tire en arrière pour l'amener vers qu'il reçoive des soins. Il revient vers la ruelle, il tire le deuxième soldat en arrière pour qu'il puisse être soigné. À ce moment-là, lui s'engage pour tirer dans la ruelle et tombe sous une rafale. Son détachement est remplacé par un autre détachement et le scénario recommence. 3 soldats vont encore tomber sous le feu de cette ruelle. Et alors arrive un tank qui va descendre cette rue, moteur coupé pour faire moins de bruit. Une fois qu'il arrive face à l'engagement de la ruelle, il va tirer un obus et réduire le fortin jordanien.
Nous sommes maintenant au musée Rockefeller. Les parachutistes viennent d'arriver ici mardi 6 juin à 7h30 du matin. Nous avons accompagné les parachutistes dans la ruelle de la mort. Ils arrivent ici et la muraille est devant eux. Regardez la muraille avec moi. Les Jordaniens sont maintenant à quelques mètres, la vieille ville est devant, mais nous n'avons toujours pas encore l'ordre de rentrer. Alors les parachutistes s'installent dans le bâtiment de Rockefeller, ce musée d'archéologie construit par les Britanniques à l'époque du mandat en 1938. Ce bâtiment abrite les antiquités les plus importantes de l'État d'Israël. Nous voici maintenant au pied de la muraille, à portée de grenade. Le combat peut s'engager, mais l'ordre de rentrer dans la ville n'arrivera que demain. Nous sommes maintenant sur le pont de Gethsémani, ce pont qui enjambe l'oued du Kidron, rejoint la vieille ville de Jérusalem. Nous voyons les murailles au-dessus de nous et conduit au mont des Oliviers. Les parachutistes ont pour mission de s'emparer du mont des Oliviers pour compléter l'encerclement de Jérusalem. Mais alors va se produire quelque chose de terrible. Ils vont rater un virage, arriver sur ce pont par erreur. Et quand ils sont sur ce pont, ils sont sous la mitraille de la muraille. Et les Jordaniens sur la muraille pointent leurs mortiers, leurs mitrailleuses. Le premier tank qui s'engage est allumé. Les soldats sautent, blessés hors du tank. Le second tank essaie de faire demi-tour. Il se renverse et tombe dans l'oued, 7 mètres en dessous de nous. Et alors, les commandos des parachutistes sont envoyés à la rescousse pour sauver les tankistes. Arrive Israël Schindler, il prend un premier tankiste sur ses épaules, le ramène jusqu'à nos lignes pour être soigné. Il revient une seconde fois pour chercher un second tankiste. Ce tankiste brûle, ses vêtements sont en feu. Et Israël Schindler essaye d'éteindre le feu avec ses mains, il sera entièrement brûlé. Il prend ce tankiste sur les épaules et alors ce tankiste est tué par une balle jordanienne qui le frappe en pleine tête. Israël Schindler comprend que sa seule chance de sortir vivant de cet endroit, c'est de sauter dans le Wadi. Il saute 7 mètres plus bas. Il arrive, il se foule les chevilles, il arrive quand même à rejoindre nos lignes. Il sera décoré pour cette action d'éclat. Malheureusement, il tombera à la guerre du Kippour. Ce combat aura une importance cruciale dans la bataille de Jérusalem parce que ces tanks engagés ici signalent aux Jordaniens sur la muraille là-haut qui sont maintenant encerclés. Ils n'ont plus d'issue, l'armée d'Israël entière est contre eux. Ils vont demander une permission de décrocher à leur général en chef. Ils vont recevoir cette permission de décrocher et vont commencer à se retirer de la vieille ville ou à se cacher. Demain matin, quand les parachutistes et la brigade de Jérusalem entreront dans la vieille ville, il n'y aura presque plus de Jordaniens pour s'opposer à eux. Nous sommes maintenant sur le mont des Oliviers, face à la vieille ville de Jérusalem. À nos pieds, le cimetière du mont des Oliviers, le plus grand cimetière juif du monde, puisque c'est du mont des Oliviers que se dévoile le Messie et que les Juifs ont toujours voulu être enterrés dans ce lieu. Derrière moi, le quartier général de l'ONU, où les combats se sont engagés il y a 2 jours. Le quartier d'Abou Tor, ils sont maintenant aux mains de la brigade de Jérusalem. Face à moi, le musée Rockefeller, où nous avons été aux mains des forces des parachutistes qui sont maintenant arrivés sur la montagne. À quelques mètres de l'endroit où nous sommes, mais donner un ordre historique. Venez, suivez-moi. Bien, nous sommes maintenant sur le mont des Oliviers. Nous sommes le 7 juin 1967, le 28 Iyar. Les forces de Tsahal ont complété leur mission, elles encerclent Jérusalem. À notre gauche, Abou Tor, la brigade de Jérusalem. À notre droite, Rockefeller, les parachutistes de Motagour. Et le mont des Oliviers est aussi aux mains de Motagour, vous le voyez sur la photo que je tiens là. Motagour reçoit l'ordre de rentrer dans la vieille ville. Et c'est ici qu'il va donner l'ordre suivant. חטיבת צנחנים 55. עוד מעט וניכנס לעיר העתיקה, עליה חלמו דורות לאין ספור של יהודים. העיר אליה כל יהודי חי ונושם ומתגעגע. נוע על השער, סוף. Chers amis, nous sommes devant la porte des Lions, la vieille ville de Jérusalem. Pour la première fois depuis 2000 ans, les soldats juifs vont libérer la ville. Alors nous allons rentrer avec ces parachutistes. Ces parachutistes qui courent maintenant dans le feu de l'action vers la vieille ville. Il fait chaud. À notre droite, un autobus est en train de flamber. Nous le dépassons. Les parachutistes courent. Ils avancent vers la vieille ville. Et devant eux, un tank va ouvrir une brèche dans la porte. La porte est ouverte, Jérusalem est devant nous. Mais le tank est coincé, il ne peut plus progresser. Et nous allons devoir essayer de le contourner. Nous allons passer par-dessus, par-dessous, pour rentrer après 2000 ans dans la ville de Jérusalem. Devant nous, le mont du Temple. Devant nous, le Kotel. Nous en avons rêvé, nos parents en ont rêvé. Nous allons être ceux qui vont offrir Jérusalem au peuple d'Israël. Bien, le moment est arrivé, le moment historique. 2000 ans nous avons attendu. 2000 ans nous avons attendu que les soldats juifs viennent rentrer dans Jérusalem, libérer le mont du Temple, le Kotel,
Les parachutistes sont à notre droite, à notre gauche. Ils foncent. À notre droite, un autobus est en train de brûler, il fait chaud. Et les parachutistes avancent, courent. Ils arrivent à la vieille ville. La porte est juste devant nous. Devant nous, un tank vient d'ouvrir la porte d'un coup de canon. Maintenant, il est coincé. Nous avons passé cette porte. Et après 2000 ans, pour la première fois, des soldats juifs rentrent et libèrent la ville. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. Nous sommes dans Jérusalem. Nous sommes à côté du mont du Temple. Nous allons maintenant prendre à gauche vers le mont du Temple. Et de là, nous allons continuer et libérer la ville. Bien, nous voilà devant la porte du Mont Sion. Ce n'est pas la porte par laquelle nous sommes entrés en 1967. En 1948, le Palmach était passé par ici. En 1967, les parachutistes vont passer par la porte des Lions. La brigade de Jérusalem passera par la porte des immondices. Mais si vous regardez ces marques de balles qui sont l'échec en 1948, on n'a pas réussi à prendre la ville. Maintenant, en 1967, on veut venger l'affront. Le commandant en chef de l'armée, Yitzhak Rabin, était en 1948 le commandant de la brigade Palmach qui a essayé de venir. Le commandant du front de Jérusalem, Isdoi Narkis, était chef de bataillon. Et Uri Ben-Ari, qui arrive avec la brigade blindée, était à l'époque chef de compagnie. Donc ces soldats, ces officiers qui ont essayé en 1948 et ont échoué, viennent maintenant laver l'affront et nous offrir Jérusalem. Venez avec moi. Amis, nous arrivons au bout de notre visite. Nous avons suivi les soldats qui se sont battus pour Jérusalem. Nous étions avec les parachutistes, nous étions avec les soldats de la brigade de Jérusalem. Nous avons été accompagnés par le bruit des balles, le bruit des chars, les explosions des obus. Maintenant, il est temps de profiter du fruit de la victoire, de réaliser le rêve de toutes ces générations de juifs qui ont rêvé de venir sur les lieux saints du peuple juif, de prier au pied du mur, de monter sur la montagne du temple. Alors maintenant, dans la joie et en chantant, joignez-vous à moi et allons vers Sisuet Yerushalayim Geloba, Geloba Koloveha, Al Dirabe, Al Techatav de Yaakov, Ki Yafotzu Mefanecha, Al Dirabe, Al Techatav de Yaakov, Ki Yafotzu Mesanecha Mipanecha, Sisuet Yerushalayim Geloba, Geloba kol ohavea, שישו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה. איי 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 את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהביה, שישו את גילובה כל אוהביה. Bien, nous arrivons maintenant sur l'esplanade du mur. Bien sûr, en 1967, ces esplanades n'existent pas. Nous sommes ici dans un dédale de ruelles. Les parachutistes sont arrivés par une petite porte. Ils viennent du mont du Temple. Ils ont planté le drapeau sur le dôme doré et ils arrivent par une petite porte et descendent vers le mur. Bien, nous voyons maintenant l'esplanade. Cette esplanade qui normalement devrait être pleine aujourd'hui, malheureusement avec le corona, elle est pratiquement vide. Cette esplanade qu'on a ouverte à partir de 1967 pour permettre aux Juifs de venir, de prier à cet endroit où pendant des siècles, on a espéré pouvoir prier. Si vous regardez avec moi au-dessus du mur, vous verrez une grille en métal au-dessus du mur. Là-bas, Yoram Zamosh plante le drapeau d'Israël, fait flotter un drapeau d'Israël, un drapeau qu'il a reçu pendant la préparation de la bataille. Il s'organise chez une famille qui habite Jérusalem et la grand-mère leur dit « Vous allez maintenant vers la vieille ville ?» Et Yoram Zamosh lui répond « Oui ». Elle dit un instant, elle monte chercher un drapeau, elle lui le pousse dans la poche militaire et lui dit « Ce drapeau, je l'ai ôté de ma maison en 1948 quand nous avons été chassés de la vieille ville et j'avais fait vœu que ce drapeau ne sortirait pas de ma maison avant d'être planté au-dessus du kotel, alors prends-le avec toi et mets-le au kotel. » Quand Yoram Zamosh va mettre ce drapeau au-dessus de nous, juste sur la grille qui est là-haut, alors il va voir que le commandant adjoint de la brigade des parachutistes, Moshe Stempel, un dur des durs, a la larme à l'œil.
et lui dit « Moshe, qu'est-ce qui se passe ?» Et Moshe lui répond « Tu te rends compte de ce qui est en train de passer? Si mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, savaient que j'étais là en train de mettre le drapeau d'Israël sur le mur, mais ils auraient tout donné pour pouvoir vivre ce moment. » Et alors Yoram Zamosh lui répond « Et tu sais ce que je viens de me rendre compte? Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 1967. Le 7 juin 1942, toute ma famille a été gazée à Chelmeno. 25 ans sont passés, de ma famille gazée à Chelmeno. Je suis moi, officier de l'armée israélienne, en train de mettre le drapeau sur le mur. C'est cette joie, c'est le fait de boucler l'histoire de 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'exil d'Israël qui arrive ici, dans un summum, quand ces soldats mettent le drapeau israélien au-dessus du mur. Les soldats diront après la bataille qu'ils ont senti que ce n'était pas eux qui venaient se battre pour Jérusalem, mais que tous les combattants d'Israël, à travers le temps, depuis les combattants de Bar Korva jusqu'aux combattants des ghettos, les accompagnaient dans cette bataille. Alors je voudrais que vous aussi maintenant, peut-être fermez les yeux et joignez-vous à cette exaltation des soldats, des parachutistes qui n'ont jamais été à Jérusalem. Ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Ça fait 19 ans que ce kotel est inaccessible pour des juifs. Ils n'y ont jamais été. Et pour la première fois, ils vont et se sentent, les shlichei tzibur, ils se sentent les messagers de tout le peuple d'Israël qui revient. Alors venez, joignez-vous à nous, nous allons arriver jusqu'aux pierres, toucher les pierres du mur. Venez, continuez avec moi dans ce aimant qui nous attire vers ce mur. Voilà, nous sommes à la fin de la bataille de Jérusalem. Les soldats arrivent devant le mur et commencent à pleurer, commencent à prier. On est arrivé, on est revenu après 2000 ans d'errance, on est arrivé au mur. Les soldats prient, certains pleurent. Arrive le Rav Goren avec le chauffard et le Sefer Torah. Il fait une bénédiction. Baruch ata Hashem, shechianu vekeimanu vegianu azman hazeh. Dieu nous a ramenés à cet endroit. Il remercie pour ce moment qu'on a le bonheur de vivre. Il fait une bracha menachem Tzion ou bonnet Yerushalayim, Dieu qui console Sion, qui reconstruit Jérusalem. Et alors il prend son chauffard. Et je voudrais vous faire un petit peu ressentir l'exaltation de cette sonnerie du chauffard qui a retenti dans le monde entier, entendu par tous les juifs du monde entier. Après avoir sonné du chauffard, le Rav Goren va faire une prière pour les 182 soldats qui sont tombés dans la bataille de Jérusalem. Alors, c'est peut-être le moment de faire une prière pour tous ceux qui sont atteints du corona, malades, et qui ont besoin de cette prière que Dieu accorde de sa maison qui est au-dessus de nous. On va maintenant dire un Mishberach pour les malades. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים במחלת הקורונה וכל החולים של עם ישראל, בעבור שאנחנו בנו לכותל המערבי, בזכזה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, לך על עמם, לרפאותם, לחזיקם, לחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בגלה, ובזמן קריב ונאמר אמן. Et à ce moment-là, bien sûr, commencent les chants, les danses. Ce soir, normalement, on devrait voir des dizaines, des centaines de milliers de juifs venir ici danser, chanter. Malheureusement, vous voyez que nous sommes en corona, nous sommes un peu limités, mais on a essayé de vous faire participer un peu à cette bataille de Jérusalem, à cette joie qui aura lieu en Israël, à Jérusalem, même si les dizaines de milliers ne peuvent pas venir eux-mêmes et qui seront obligés, en grande partie, de suivre cette émission à la télé.